Merci Jacques pour cette merveilleuse introduction, comme d'habitude. Voilà. Alors, laissez-moi vous présenter à mon tour et à ma façon. Je vais vous parler ce soir du secret des origines en droit de la filiation. Je vais donc vous parler des origines, de l'identité. Et donc c'est important pour moi de me présenter en ces termes. Le plus important à mes yeux, je m'appelle Géraldine Mathieu, je suis de sexe féminin jusqu'à preuve du contraire. Je suis née le 20 novembre 76 à Namur, donc ici même, de l'union de monsieur Pierre Mathieu, ici présent, et de son épouse madame Marie-Claire François. J'ai une petite sœur Stéphanie Mathieu, et je suis également l'épouse d'un certain David Scheller, ici présent depuis quelques années déjà, et de notre union est né un petit Adrien, et qui est présent et qui est occupé à bien d'autres choses, mais il est là et ça me fait très plaisir. Et comme vous le voyez, la photo, ce n'est pas la mienne, c'est la photo de mon petit filleul qui va naître dans quelques jours, donc peut-être incessamment sous peu, et qui n'est autre que le petit garçon de ma sœur. Accessoirement docteur en sciences juridiques, maître de conférences à l'université de Namur, où j'enseigne le droit de la famille, mais aussi la bioéthique et les droits de l'homme. Je travaille également, et ça me tient à cœur de le préciser, pour une ONG qui s'appelle Défense des enfants internationale, et comme son nom l'indique, le rôle de cette ONG, sa mission, c'est de faire connaître et de faire respecter les droits de l'enfant dans le monde, et plus particulièrement ici en Belgique. Et je suis également membre du comité d'éthique de la clinique et maternité Sainte-Élisabeth, dont nous avons la chance d'accueillir ici un membre. Jean-Pierre, je te remercie d'être présent. Voilà pour les présentations. Passons donc au vif du sujet. De quoi est-ce qu'on va parler? Parce que je dis « on ». J'espère ne pas tenir le crachoir toute la soirée, mais je voudrais que ce cours conférence soit l'occasion d'un débat interactif. Donc n'hésitez jamais à m'interrompre, à me poser des questions. En tout cas, il y aura un espace suffisant de temps par la suite. J'aime aussi enrichir mes exposés des échanges que je peux avoir à l'occasion de colloques ou de séminaires. Et donc, je vais vous parler de quoi, et vous allez entendre parler de quoi ce soir. Jacques vous l'a dit, du secret, des origines en droit de la filiation. Mais première chose, qu'est-ce qu'un secret? Qu'est-ce qu'un secret? Est-ce que quelqu'un a une idée? Est-ce que quelqu'un a une idée de l'étymologie de ce terme ou de sa définition? Non? Jacques? L'étymologie, enfin, Jacques, c'est ton truc, non? Non. D'accord. Eh bien, bon, j'ai pas retenu par cœur, mais je l'ai écrit. Donc, secret, si on prend la définition du Larousse, c'est ce qui doit être tenu caché. Ensemble de connaissances, d'informations qui doivent être réservées à quelques-uns et que le détenteur ne doit pas révéler. Étymologiquement, le terme secret vient du latin secretus, participe passé adjectivé de secernere, qui signifie séparer, mettre à part. Et donc c'est important d'avoir à l'esprit que le secret instaure un clivage finalement, avec d'un côté ceux qui savent et de l'autre ceux qui sont maintenus dans l'ignorance. C'est important de le savoir parce qu'on comprend ainsi que la relation à autrui est une composante essentielle du secret. Et donc, dans mon analyse de ce terme du secret, je considère que le secret, finalement, ce n'est pas nécessairement un mensonge. Ce n'est pas la même chose. Le secret ne s'oppose pas à la vérité. D'ailleurs, qu'est-ce que la vérité? Le secret s'apparente au silence. Il s'oppose donc à quoi? À la parole. Comme Jacques l'a dit, c'est très important de comprendre ça dès le départ. Alors la parole sur quoi? Sur les origines. Alors ça aussi, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer en ces mots qu'est-ce que pour vous les origines? C'est difficile. C'est difficile parce que de toute façon c'est un terme qu'on ne peut pas définir, c'est une notion abyssale. Les origines, en tout cas selon moi, comprennent deux composantes essentielles. Les origines, c'est avant tout, mes origines, c'est renvoie en tout cas à la dimension corporelle de l'humanité. Jusqu'à preuve du contraire, il faut encore un homme et une femme, ou en tout cas la rencontre scientifique de gamètes mâles et femelles, pour créer un être humain. Et donc la quête des origines va nécessairement renvoyer à cette recherche des géniteurs. Mais nous ne sommes pas faits que de gamètes, nous sommes bien d'autres choses. Et donc la recherche des origines, si elle englobe nécessairement un questionnement sur l'identité de mon ascendance, la quête des origines, c'est bien plus vaste que ça. C'est la quête du sens. C'est essayer de comprendre quelle a été l'histoire de ma conception,
de ma naissance, de mon désir, l'histoire de ma filiation, ma généalogie. La quête des origines, c'est avant tout la quête du sens, la volonté de se réapproprier son histoire pour solidifier ses racines et mieux avancer. Donc c'est important, en tout cas dans ce débat, de ne pas réduire les origines à la seule dimension identitaire et génétique. Je pense que les origines englobent ces deux composantes. Alors, lever le secret sur les origines, c'est quoi ? Lever le secret des origines, c'est tout simplement déjà parler à l'enfant de ses origines. Et on va voir tout de suite que ça peut englober des tas de choses. Même simplement peut-être dire à l'enfant, écoute, pour moi, te parler de tes origines, c'est trop difficile. Ou tes origines, je ne les connais pas. Tu as grandi, on t'a trouvé dans les rues de Kinshasa, tu as été dans un orphelinat par la suite, élevé par nounou un tel. Voilà. Il y aura déjà eu une parole, une transmission. Une certaine psychanalyste dont j'ai oublié le nom parlait de conte inachevé. C'est un conte à faire et à refaire sans cesse. Et ce qui est merveilleux avec la question des origines, c'est que c'est un mystère qui n'est jamais fini. Mais du moment que la parole circule autour, eh bien, c'est déjà beaucoup. Donc voilà un petit peu le programme de la soirée. Ah oui, je vais revenir un peu en arrière, fermer les yeux. Est-ce qu'au moins vous pouvez peut-être mentionner une situation où un enfant pourra être privé de ses origines, du droit de connaître ses origines plutôt? On songe d'abord à quoi? La procréation médicalement assistée. Ouais, oui. L'accouchement sous X. L'adoption. Ah oui, oui, oui. En fait, il y a bien plus de situations. Je vais vous les développer ici tout de suite. C'est ce que j'ai voulu faire dans ma thèse, c'est vraiment approcher cette question du secret des origines de manière transversale, dans toutes les situations où un secret sur les origines peut exister. Alors, la première, évidemment, situation qui nous vient en tête, en tout cas, c'est la première qui m'est venue en tête, c'est la question de l'adoption. Parce que l'adoption s'est développée depuis quelques décennies, et puis les adoptés ont grandi. Et ils ont porté sur l'espace public les difficultés auxquelles ils ont dû faire face pour se construire dans le silence, dans le mensonge. Parce que très longtemps, on a préconisé de taire surtout le fait de l'adoption, évidemment quand c'est possible. En adoption internationale, c'est plus compliqué. Pour ne pas faire souffrir l'enfant, comme Jacques le disait, voilà, il y a des vérités qu'il ne vaut mieux pas dire. On en est revenu. On en est revenu et aujourd'hui, le discours est quasiment unanime sur le fait qu'il faut dire à l'enfant, dès son plus jeune âge, le fait même qu'il a été adopté, les circonstances et au fur et à mesure de son âge, évidemment de sa maturité, les informations ne seront pas les mêmes, elles vont être distillées au fur et à mesure, mais c'est important de le dire dès le plus jeune âge de l'enfant. Il y a également, Madame l'a mentionné, l'accouchement sous X ou l'accouchement secret, je vous en parlerai tout à l'heure. Mon papa l'a soulevé, la procréation médicalement assistée avec donneur, la question des ventres alloués, de la gestation pour autrui. La question toute simple de la paternité dans les procréations naturelles cette fois. Et puis la question de l'inceste, je vous expliquerai pourquoi cette question m'intéressait et en quoi elle concerne la question des origines. Est-ce que le programme vous convient ? On verra jusqu'où on peut aller en profondeur. Pour ceux que ça intéresse, voilà, il y a une Bible à lire dans les longues soirées d'hiver. Je vais essayer ici plutôt de parcourir pour que vous ayez une idée, une vue globale de toutes ces situations. Alors oui, je ne vais pas trop vous parler de manière technique, mais quand même, je suis juriste de formation, donc premier réflexe à l'entame de mes recherches doctorales, mais que disent les droits fondamentaux ? Deux textes sont importants ici, la Convention internationale sur les droits de l'enfant, dont vous avez peut-être entendu parler, 20 novembre 1989, et la Convention européenne des droits de l'homme. Alors je me suis intéressée à ces deux textes, plus précisément à certains de leurs articles, concernant la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Regardez-moi ça, j'ai testé Prédit pour la première fois et ça a l'air de fonctionner. L'article 7 est intéressant parce qu'il dit que l'enfant a, il dit notamment ça, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents. Parfait. Difficulté. L'enfant, donc l'enfant au sens de la Convention, tout être humain âgé de moins de 18 ans. Ça veut dire quoi, moi? Si j'ai 19 ans, j'ai plus le droit de connaître mes origines? Premier problème. Deuxième problème, de connaître ses parents. Mais les parents, c'est qui? Alors peut-être qu'en 1989, c'était clair et limpide. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Est-ce que ce sont les parents adoptifs, les parents de naissance, le donneur de sperme, les auteurs du projet parental, la mère porteuse, la donneuse d'ovocytes? C'est pas très clair. Et en plus, on nous rajoute « dans la mesure du possible ».
Oui, mais dans la mesure du factuellement possible ou dans la mesure du légalement possible? Alors évidemment, certains États disent « Ah oui, mais dans la mesure du possible, ça veut dire dans la mesure où la loi le permet ». Alors évidemment, cet article ne sert plus à rien. Si l'État peut dire « Moi, je te prive de tes origines et c'est comme ça », voilà. Je n'étais donc pas satisfaite. Alors, je me suis tournée vers l'article 8 qui dit entre autres que l'enfant a le droit de voir son identité préservée, l'État doit protéger cette identité. Et ce n'est que lorsque l'enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de l'identité que l'État doit intervenir. Mais donc ça veut dire que si l'État prive l'enfant légalement des éléments de son identité, vous me suivez, il n'y a pas vraiment de problème. Donc ces articles-là sont certes intéressants, mais pour moi, vous l'aurez compris, nettement insuffisants. Alors je me suis tournée vers la Convention européenne des droits de l'homme, qui consacre en son article 8, vous connaissez peut-être cet article, le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale. Toute personne, donc en ce compris un enfant mineur, droit au respect de la vie privée. Alors, c'est une convention qui est interprétée par la fameuse Cour européenne des droits de l'homme, donc j'ai été voir ce que raconte la Cour européenne des droits de l'homme, et super, je découvrais que pour la Cour européenne des droits de l'homme, finalement, le droit au respect de la vie privée, ça inclut le droit à l'identité, et cela inclut que l'enfant, même devenu adulte, a le droit de découvrir la vérité sur l'identité de ses géniteurs. A priori, c'était pas mal. Je continue donc, et je me rends compte quand même, au terme de cette étude des droits fondamentaux, que je suis devant quelques difficultés. Avec la Convention internationale sur les droits de l'enfant, j'ai des difficultés d'interprétation. Avec la Convention européenne des droits de l'homme, j'ai une difficulté avec la concurrence des droits fondamentaux. Bienvenue, monsieur, installez-vous. Concurrence de droits fondamentaux, pourquoi? Parce que je viens de vous dire, oui, mais la Cour, elle a dit, l'enfant a le droit à connaître l'identité de ses géniteurs. Oui, mais attention, parce que le droit au respect de la vie privée, c'est pour tout le monde. C'est pour la maman qui a voulu accoucher sous X aussi. Qu'est-ce qu'elle va dire, la Cour? Eh bien, figurez-vous que dans un arrêt assez célèbre qui s'appelle l'arrêt Odief contre France en 2003, la Cour va faire pencher la balance du côté de la mère. Alors là, j'étais vraiment très en colère. Et donc, je constatais que finalement, ces droits fondamentaux sont insuffisants pour protéger ce droit pourtant fondamental et qui participe de la dignité humaine de connaître ses origines. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis tournée évidemment vers le droit belge. Et j'ai étudié donc tous les contextes que je vous ai cités tout à l'heure, l'adoption, la maternité, la paternité, la PMA, la GPA, l'inceste, voir notre législateur, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit ou ne dit pas par rapport à ces questions. Alors, il faut savoir où ça je passe ces techniques, évidemment c'est moins intéressant, mais simplement pour vous dire qu'en Belgique, concernant l'adoption, eh bien là, le législateur a été conscientiser à la souffrance des personnes adoptées à la recherche de leurs origines et, sur la base d'une transposition d'une convention qui s'appelle la Convention de La Haye, elle a consacré le droit de l'enfant adopté de connaître ses origines en disant, voilà, il faut conserver les informations, il faut assurer l'accès à ces informations et l'article du Code civil nous dit la collecte, la conservation et l'accès à ces informations seront réglés, comme elle le fait souvent la loi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Nous sommes en 2003, à l'époque, nous sommes aujourd'hui en 2015, il n'a pas toujours été adopté, donc nous attendons. Il faut savoir qu'en communauté flamande, ils ne l'ont pas attendu. Et eux, ils ont déjà organisé l'accès de l'adopté aux informations détenues dans son dossier d'adoption, mais je n'ai pas le temps de développer la législation en la matière de ce côté-là. Nous avons quand même quelques avancées, c'est évidemment trop petit, mais pour ceux que ça intéresse, de toute façon, le PowerPoint sera mis en ligne et vous sera distribué sur le site de l'Académie. Simplement, il y a eu quelques modifications l'année passée en communauté française dans le sens d'une amélioration, selon moi, du droit de l'enfant adopté de connaître ses origines. Dans quelle mesure? Eh bien, il est prévu désormais qu'au moment de l'apparentement, donc l'apparentement c'est quoi? Eh bien c'est la préparation de la famille adoptive, on va proposer un enfant, eh bien l'organisme va remplir un formulaire, le modèle est fixé par un arrêté du gouvernement, et dans ce formulaire on va recueillir, inscrire toute une série de données concernant l'enfant et sa famille d'origine, mais des données non identifiantes. Mais ça peut toujours être intéressant, tiens, quelle était l'histoire de l'abandon, etc. Donc ce sont vraiment des choses importantes. Pourquoi est-ce que je pense que c'est positif? Parce que les parents adoptants recevront ce formulaire,
Ils auront matière à parler avec l'enfant, quand ils le voudront. C'est eux les détenteurs de l'autorité parentale, garants de l'intérêt de l'enfant. Donc à eux de voir avec quels mots, selon quel timing, ils peuvent parler de ces informations avec l'enfant. Il faut savoir que l'enfant pourrait lui-même demander l'accès à ce document à partir de 12 ans. Mais il y a un accompagnement évidemment psychologique, etc., qui est proposé. Et en communauté française aussi, ce qui est nouveau, enfin en tout cas c'est écrit maintenant dans la loi, plutôt dans le décret, c'est que à sa majorité, l'enfant pourra demander l'accès à son dossier d'adoption. Alors, tout ça est très théorique. Je peux vous dire que depuis des années déjà en communauté française, les organismes sont très sensibilisés à la question des origines. Ils font souvent... Au moment donc de recueillir un enfant, ils font souvent des petites boîtes à racines où ils mettent des choses que la mère aurait... Ils travaillent ça avec la mère qui veut confier son enfant en adoption, que ce soit une lettre, une photo, un objet. Et tout ça est évidemment très important pour l'enfant plus tard. Parce que vous allez voir que si la question des origines semble universelle et identique, les différents contextes que j'ai pu étudier m'ont révélé qu'en réalité, dans chaque situation, c'est autre chose qui se pose. Pour l'enfant adopté, accéder à ses origines, c'est bien plus qu'avoir un nom sur un acte de naissance. On va voir tout de suite que s'il est né en Belgique, de toute façon, il aura ce nom. C'est comprendre pourquoi on l'a abandonné, pourquoi on n'a pas voulu de lui. Ça, c'est vraiment quelque chose de crucial chez les personnes adoptées, c'est ce sentiment d'abandon. Et ça, malgré tout l'amour des parents adoptifs. Il y a une belle phrase, je ne sais plus de qui disait, voilà, malgré tout cet amour des parents adoptifs, la violence symbolique de l'abandon, c'est une blessure dont on se remet difficilement. Donc c'est vraiment ça que les adoptés essayent de combler, et les organismes accompagnent évidemment les personnes en quête de leurs origines à l'adolescence, à l'âge adulte. Il n'y a pas d'âge pour s'interroger sur ces questions-là. Donc voilà pour l'adoption. Alors évidemment, je vous parle de l'adoption ici en interne. En international, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Parce que la Convention de La Haye dont je vous ai parlé dit que, ben oui, il faut conserver un maximum d'informations, nous dit cette Convention, transmettre l'identité des parents de naissance, sauf si dans l'état d'origine, donc l'enfant d'où provient, le pays d'où provient l'enfant, la loi interdit qu'on communique l'identité des parents. Donc dans la balance, là, qu'est-ce qu'on va privilégier ? Le droit au respect de la vie privée des parents, au détriment de l'enfant. Je viens d'en parler. Vous savez que chez nous, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre, l'accouchement sous X n'est pas autorisé. L'accouchement sous X n'est pas autorisé. La mère, lorsqu'elle accouche, eh bien son nom sera obligatoirement inscrit dans l'acte de naissance. Excepté, évidemment, dépôt, certes très rare et heureusement, dans des boîtes à bébés ou abandon sauvage. Il existe une boîte à bébés à Anvers, qui existe depuis 2000, Moeders voor Moeders. Vous avez une idée du nombre de bébés déposés depuis 2000 ? Combien ? En tout cas, moins de 10. 5 ? On est à 5. Donc pourquoi je vous le dis ? Parce que chaque fois qu'un fait tragique, on a déposé un enfant dans une boîte à bébés, on découvre un bébé dans une poubelle, des choses dramatiques comme ça, nos parlementaires nous disent « accouchement sous X, accouchement sous X ». S'il vous plaît, relativisons. En plus, il est démontré que le profil des femmes qui commettent un infanticide ou qui déposent leurs enfants dans des boîtes à bébés, etc., c'est pas du tout le même profil que les femmes qui veulent accoucher sous X. En réalité, si une femme ne veut pas de son enfant ici en Belgique, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle le confie en adoption, tout simplement. Soit elle en parle à la maternité, soit elle va voir un organisme d'adoption, l'enfant sera placé en pouponnière de ses 0 à ses 2 mois, puisque la mère a 2 mois pour revenir sur sa décision, et l'enfant est confié en adoption. Alors oui, il est vrai que plus tard, l'enfant pourra accéder au nom de sa mère, simplement en regardant son acte de naissance. Mais je peux vous dire que dans la pratique, ces rencontres ne se font pas de manière intempestive. Il y a un contact qui est pris d'abord avec l'organisme d'adoption, on travaille les choses avec l'enfant, on contacte la mère d'origine, et les choses se font petit à petit. De toute façon, on ne peut jamais obliger une femme à rencontrer l'enfant. D'accord ? Mais donc, ce sont des choses vraiment qui se travaillent. Et je vous le disais, pas d'accouchement sous X en Belgique. Accouchement sous X, où ça ? En France, au Luxembourg et en Italie. Avec cette différence qu'au Luxembourg et en Italie, c'est réservé aux femmes non mariées. Et l'Italie vient de se faire condamner par la Cour européenne des droits de l'homme, il y a 2-3 ans maintenant, 2013. L'Italie a été condamnée. Et pourquoi ? Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, mais en 2003, la France n'a pas été condamnée. C'est parce qu'en France, il y a un système
Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du CNAOP, qui est le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au moment de la naissance, la femme qui veut accoucher sous X, on l'invite, si elle le souhaite, à laisser son identité dans une enveloppe. Mais elle n'est pas obligée. Si elle le fait, donc c'est le CNAOP qui a cette enveloppe, et si un jour l'enfant veut découvrir ses origines, donc l'identité de sa mère, il contacte ce CNAOP à partir de ses 18 ans, et le CNAOP contacte la mère, s'il a l'identité, ce qui n'est pas du tout garanti, et la mère dit oui ou non. Mais si la mère dit non, on en reste là. Alors il faut qu'on m'explique comment est-ce que la Cour européenne des droits de l'homme a pu dire qu'on avait là une balance des intérêts. Il n'y a pas de balance des intérêts puisque le droit de veto absolu appartient à la mère. Dans l'affaire de l'Italie, pourquoi est-ce que l'Italie était condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Godelli? Parce que là, il n'y a même pas un CNAOP, si vous voulez. Il n'y a même pas une instance où on garde une trace. Et donc l'enfant n'a aucune chance, zéro chance de connaître ses origines. Je ne sais pas la suite qui a été donnée à cet arrêt de la Cour européenne, mais je ne pense pas que l'Italie ait modifié sa législation. Peut-être, voilà. Vous voyez, ah ben voilà, j'avais noté, Godelli 2012. Je voudrais aussi vous expliquer la différence entre l'accouchement sous X et l'accouchement confidentiel. Parce que ce n'est pas clair dans l'opinion publique lorsqu'on a eu ces débats au sein du Parlement sur l'accouchement sous X. L'accouchement sous X, alors pourquoi on dit X? Parce que sur l'acte de naissance, à la place du nom de la mère, il y aura une croix. Dans l'accouchement sous X, la mère n'est absolument pas obligée de laisser son identité. Elle peut le laisser, mais elle n'est pas obligée. L'accouchement confidentiel, c'est un peu différent. La mère va laisser son identité, ce ne sera pas inscrit dans l'acte de naissance, et si l'enfant un jour souhaite accéder à cette identité, eh bien, il y aura le cas échéant une balance des intérêts qui sera faite, mais dans ce cas-ci, le droit de veto absolu n'est pas donné à la mère. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que c'est le système qui a été mis récemment en place en Allemagne. Vous savez que le phénomène des baby-clappen en Allemagne est assez développé, et donc ils ont mis en place ce système. C'est entré en vigueur au 1er mai 2014, donc on n'a pas encore de cas concret. Je n'ai pas de cas concret à vous raconter, mais là, donc c'est ce système où la mère va donner son identité, qui sera maintenue secrète. À partir de 16 ans, l'enfant peut demander l'accès à cette identité. La mère est contactée et représentée en justice de manière anonyme, évidemment. Si elle refuse, il y a une balance des intérêts, tout en considérant que celui qui doit primer, c'est quand même l'enfant, et qu'on ne va refuser l'accès à l'identité qu'en cas de préjudice grave, visant donc l'intégrité physique ou psychique de la mère. Alors, est-ce que vous songez à des situations où ça pourrait être gravissime pour une femme que son identité soit dévoilée? L'inceste, oui, peut-être, mais... Alors moi, je me suis renseignée parce que moi aussi, je me suis posé la question, qu'est-ce qui pourrait être si dramatique? Et il semblerait que c'est surtout la communauté musulmane. Donc, voilà, la culture étant que si une femme donne naissance à un enfant hors mariage ou adultère, ça peut être gravissime. Et là, il est évident, autant je milite pour le droit à la connaissance des origines, que dans ce cas-là, lorsqu'il y a un risque grave pour la vie ou pour l'intégrité physique de la femme, il est bien évident que ça l'emporte dans la balance. On est bien conscient de ça, oui? C'est pareil? L'identité de l'enfant devient juif par la mère, oui, tout à fait. Oui, voilà. Donc, voilà un petit peu pour l'accouchement sous X, mais retenez qu'ici en Belgique, ce n'est pas autorisé et j'espère que ce ne le sera jamais. Soit dit en passant. Alors, on passe à l'autre situation, ce sont les procréations médicalement assistées hétérologues, signifiant qu'il y a don de gamètes, de sperme ou d'ovocytes. Alors, vous le savez peut-être, mais la loi en Belgique... Oui? Si vous permettez une petite correction. Ah, je vous en prie. Pour le monde musulman, oui. Ce n'est pas identique partout. Ah oui, mais... Que le danger pour la mère lorsqu'elle accouche hors mariage. Oui. Donc, il y a des pays qui acceptent ça. Tout à fait. Très clairement, et que c'est organisé, l'adoption, et donc... Oui, mais moi, je vous parle simplement... je me suis renseignée auprès d'un organisme belge pour savoir quelles étaient ces femmes. Et donc, les seules qu'on ait rencontrées, c'est ça. Oui. Oui. Ben oui. Merci pour ces précisions. Mais donc, c'est vrai que je ne maîtrise pas tout à fait cette culture-là. Donc, je rebondis sur les procréations médicalement assistées. Alors, en Belgique, vous savez que la loi autorise les procréations médicalement assistées avec don de sperme ou d'ovocytes ou d'embryons. 2 fois. Merci mon cœur. Donc don de sperme, d'embryon ou d'ovocytes. Les parents
Selon la loi, ce seront les auteurs du projet parental. C'est qui ça? Eh bien, c'est toute personne qui prend la décision de devenir parent par le biais d'une procréation médicalement assistée. Alors, il faut savoir qu'en Belgique, une femme seule peut avoir recours à la PMA. Un couple hétérosexuel ou homosexuel. Donc, on a vraiment une législation très libérale à cet égard, beaucoup plus qu'en France. Par exemple, il y aura également, c'est inscrit dans la loi, l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre le donneur et... oui. Je vous arrête parce que vous rentrez là dans le problème de la procréation médicalement assistée. La loi autorise en Belgique 2 dames à devenir époux-épouse. Oui, oui. Et 2 hommes également. Oui, oui. On parle de cas déjà de 2 femmes qui disent voilà, on veut un enfant. Oui. Moi, je vais donner l'œuf. Oui. L'autre dit je vais porter. Oui. Et on va chercher le sperme à la banque du sperme. Oui. Oui, ça existe déjà. Je sais. Bon, alors, vous avez parlé tantôt de l'enfant qui a droit à connaître. Mais justement, je vais vous en parler. Et comment est-ce qu'il va connaître? Eh bien, je vais vous en parler. Alors, on n'est pas dans le monde des bisounours, malheureusement, et c'est pour ça que j'ai fait une thèse, c'est parce que je voudrais que la loi change sur certains points, sinon ça n'aurait servi à rien. Et on milite pour ça, notamment avec des associations sur le terrain. Je vous expliquais d'abord le contexte simplement de la loi avant de vous expliquer mon point de vue. Donc, PMA hétérologue, chez nous, qu'est-ce que la loi dit par rapport à l'anonymat? Eh bien, voilà. L'anonymat est obligatoire pour le don d'embryon. On peut faire un don non anonyme pour les gamètes, s'il y a un accord entre le donneur et le receveur, mais ça, c'est uniquement les rapports avec les parents. L'enfant n'a aucun droit de connaître l'identité du donneur, ni même aucune information. Les informations relatives à la santé seront le cas échéant transmises via les médecins, donc c'est vrai, il n'y a aucun droit. Alors, c'est une option, mais ce n'est pas si évident, parce qu'il y a de plus en plus de pays qui ont levé l'anonymat. Non. Alors, c'est un scoop. Voilà. Mais, en tout cas, selon mon étude, premier pays, la Suède, Pays-Bas, Norvège, Autriche, Suisse, Royaume-Uni, État de Victoria, blablabla. Il y en a de plus en plus donc de pays qui ont levé l'anonymat. Voilà. Et justement, on en parlait. Regardez un peu ce qu'on trouve sur Internet. Parce que moi, je vous parle de la loi belge. Mais aujourd'hui, avec Internet, qu'est-ce qu'on s'en fout finalement? Je vais sur Internet, je clique, la plus grande banque de sperme au monde, Cryos, et je sélectionne mon petit donneur, les yeux bleus. Alors, les roux n'ont pas la cote, sauf en Irlande. Voilà, le groupe sanguin, le poids, l'ethnicité. Et je peux même, si je paye un peu plus cher, attention, avoir un profil complet du donneur. Et figurez-vous que j'ai poussé jusqu'à aller voir ces profils. Ils sont tous, évidemment, sportifs, non-fumeurs, ils mangent bio et intelligents. Donc, voilà, je mets les pieds dans le plat, mais c'était important pour moi. J'espère pouvoir vous montrer quelque chose. Alors, le son. Ah, non, malheureusement, on sait mettre le son? Et le nez de monsieur. Les cheveux sont... Frisés. Alors non, justement, on a changé, on voudrait lisse les cheveux. Bon, bah alors les cheveux lisses, on change, c'est pas un problème. Voilà. Pour la couleur de la peau, on était... C'est plus ou moins. Mais... Voilà, sur le 155. Au niveau de la croissance, vous aviez choisi une croissance modérée, donc on va mettre 75 à 17 ans. Hein. C'est ma taille en plus, donc c'est bien. Comme ça, on n'aura aucun doute sur le père. Alors, maintenant, au niveau santé, alors notre pack santé, l'enfant aura une immunité renforcée et il est garanti contre les maladies cardiovasculaires et les cancers jusqu'à l'âge de 85 ans. Et alors, on a une petite question. Avec mon mari. Ça, c'était une blague, c'était Ah, mais vous allez pour le sujet. mais bon. Concrètement, pour les accidents de la route, ça se passe comment? Les accidents de la route. Non, ça on peut pas. Alors d'ailleurs, au niveau des capacités intellectuelles de l'enfant, là, c'est très bien que vous ayez pu obtenir ce plan de financement. C'est un ticket d'entrée pour l'excellence. Hein. Et qui dit excellence dit persévérance, travail, et puis
force de caractère, tout ça, enfin, vous voyez, c'est... Non, parce qu'avec votre ancien plan de financement, vous auriez eu un enfant beaucoup trop sensible et empathique. Vous n'auriez pas voulu d'un écrivain alcoolique. Non, là, on est plutôt sur le fonctionnaire, hein, on est bien d'accord. Et alors, on voulait savoir, est-ce qu'il serait possible d'avoir le gène, vous savez, pour l'oreille? Ah, vous voulez changer la forme des oreilles? Non, Non, c'est parce qu'on voudrait inscrire notre fils au vieux. l'oreille absolue? Oui. L'oreille absolue. Ça dépasse un peu vos capacités de financement. C'est pour moi. Merci. c'est pour moi. Je vous l'offre. Il vous reste plus qu'à signer là, et vous accoucherez Dans dans 9 9 mois, environ. Ah oui, la nature a encore son mot à dire. La nature a encore son mot à dire, terminé. Voilà, désolée pour le son un peu exécrable, mais pourquoi je vous montrais ça? Voilà. Oh mais non, dis je te pète. Oui, en préparant mon prédit, j'avais mis Mozart en fond, et puis il est revenu. J'aime beaucoup, mais voilà. Non, parce que ça peut paraître drôle. Oui? Est-ce que l'eugénisme n'est pas interdit par la loi? Ah, c'est une vaste question. Ça ressemble étrangement. Tout à fait. Ça ressemble étrangement. Tout à fait. Alors, c'est une petite vidéo qui peut faire rire, en tout cas rire jaune, mais lorsqu'on regarde, et je n'avais pas le temps, mais je l'ai montré à mes étudiants, et c'est très interpellant, un reportage, si ça vous intéresse, j'ai les informations, sur Arte qui s'appelle Bébé sur mesure, eh bien je peux vous jurer qu'aux États-Unis, on n'est pas loin de ça. Si. Voilà, ben je vais vous expliquer, on rentre dans le vif du sujet, même si je ne termine pas ça. Alors il faut savoir que j'ai une grande amie maintenant qui s'appelle Stéphanie. C'est aussi le nom de ma sœur, mais Stéphanie est une enfant de donneur, elle a 36 ans, et elle a fondé une association qui s'appelle Donor Kinderen. Elle est anversoise, et elle milite pour la levée de l'anonymat. Eh bien voilà, moi je voulais faire des recherches théoriques, mais je voulais aussi être active sur le terrain, et donc j'ai rejoint leur association, et ils ont été entendus par les parlementaires, mais bon, le problème c'est quoi? C'est qu'il y a une forte pression des parents, le désir d'enfant supplante le droit de l'enfant, malheureusement, selon moi. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait récemment? C'était l'année passée. On est allé, en secret, s'infiltrer dans une conférence qui s'appelle Men Having Babies. C'était à Bruxelles. Et c'était devenir homopapa européen. C'était donc des agences de mères porteuses américaines qui venaient ici à Bruxelles pour présenter... pour offrir leurs services, enfin offrir, pas à n'importe quel prix. Et je vous jure, c'était absolument hallucinant. Ce n'est pas du tout ici une position contre l'homoparenté. Mon discours vaut aussi pour les couples hétérosexuels qui rentrent dans ce schéma-là. Mais il y a notamment, je me souviens, un directeur d'agence qui disait « Chez nous, nous ne faisons que des beaux bébés ». Et donc, il montrait des belles photos. On avait un couple qui était là. « Regardez, nous avons hérité, nous avons souhaité faire un bon investissement en parlant de leur enfant. » On a reçu les prix, hein, et donc on vous conseille de prendre les ovocytes là, de les implanter là, etc. Et moyennant 5 000 $ supplémentaires, vous pouvez choisir la couleur des yeux, évidemment, le sexe, évidemment. Et quand on interroge dans ce reportage une femme américaine, elle dit « Quoi ? Chez vous, on ne peut pas, c'est illégal, mais c'est absolument choquant !» Et donc on la voyait sur son ordinateur acheter ses ovocytes sur le même site où elle avait acheté son canapé. Alors, je pense que c'est important de prendre la mesure de ces dérives-là, parce que je me dis qu'en tant qu'enfant, on a déjà tellement de pression de ses parents, n'est-ce pas? Comment est-ce que les enfants vont vivre le fait que leurs parents ont dû s'endetter, ont dû payer pour les avoir? Comment est-ce qu'ils vont vivre ça? Et s'il ne correspond pas aux attentes, on le rapporte au magasin? Non, mais ce sont des questions qu'il faut avoir le courage de poser. Voilà, oui? Oui. Mariage de 2 ans. Oui. Et c'est une Américaine qui a fait la GPA. Oui. Oui, ça arrive très souvent. Elle avait des enfants et le mari rouspétait parce qu'il ne savait plus avoir oui. des jumeaux, il ne savait plus avoir de relations avec sa femme. Et il rouspétait même. Mais finalement, ça s'est bien passé. Ils sont accueillis, les 2 jumelles en France. Tout à fait. Et ils communiquent par Internet. Oui. Et on se rencontre, etc. Donc, il y a aussi un autre côté. Tout à fait. C'est dans 20 ans ce que l'enfant va penser de toute cette affaire. Ça, on ne s'interroge jamais là-dessus. Mais si, c'est pour ça que je suis là, effectivement, et que je milite et que j'essaye d'amener ça dans l'espace public pour qu'on discute de ça. Par exemple, les propositions de loi sur la gestation pour autrui, je les ai toutes lues. Aucune ne parle du droit de l'enfant, de connaître ses origines. Ça, on n'en parle pas.
on fait quoi? On fait une loi pour satisfaire le désir des parents qui vont aller voter. L'enfant, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On discute maintenant d'une loi pour donner à l'enfant qui n'est pas encore né ou qui est mort-né, pour lui donner un nom, pour qu'il soit inscrit, pour payer Oui. naturellement, pour payer une tombe, etc., etc. Encore le commerce, l'argent, c'est tout. Je suis bien d'accord. Mais donc, voilà, je vais avancer un petit peu, mais je voulais simplement attirer votre attention sur les dérives qui peuvent exister en la matière. Alors, simplement, vous savez que la GPA n'est pas encore encadrée en Belgique. Elle est contraire, enfin, la convention est nulle, ça veut dire que si vous voulez aller en justice pour obtenir l'exécution forcée, vous ne l'aurez pas. Mais en attendant, ça se pratique. C'est un peu le compromis à la belge. Il y a plusieurs centres de fertilité qui pratiquent la gestation pour autrui. Je ne vais pas aller dans le détail, sachez simplement que dans les pays qui l'autorisent, il y a 2 versions. Première version, le nom de la mère porteuse est inscrit dans l'acte de naissance, c'est comme ça en Grande-Bretagne, et après il y a un transfert, ça s'appelle le parental order, des droits parentaux aux parents d'intention avec un contrôle d'un tribunal, etc. C'est déjà ça, parce qu'il y a d'autres pays où, sur l'acte de naissance, les parents, ce seront les parents d'intention. L'enfant ne saura jamais, sauf si ses parents le lui disent évidemment, qu'il est né d'une mère porteuse. Or, s'il y a bien un secret qui sera difficile à garder, c'est que, voilà, il n'y a pas eu de grossesse de la mère. Donc, exactement. Donc, c'est pas gagné non plus. Alors, la gestation pour autrui. Je voulais aussi vous parler ce soir. Oui. Et on a aussi parlé d'un cas récemment, très récemment. Il y a un chercheur en Italie qui a fait mettre enceinte une femme de 60 ans. Oui. Vous vous souvenez de ça? Bon, et on a parlé d'un cas d'un garçon qui demande à sa grand-mère pour porter un enfant pour lui. Tout à fait. Dans la jurisprudence belge, on a eu des cas comme ça où une mère avait porté un enfant pour sa fille et après il y a eu une adoption. Ce sont des choses qui se passent effectivement. Donc voilà, ben oui, je vous en parle d'ailleurs. Je voulais aussi vous parler de quelque chose qui ne vient pas nécessairement à l'esprit quand on parle du secret des origines. C'est la question de l'inceste. Et en quoi est-ce qu'elle touche celle des origines? De 2 manières. Première manière, lorsqu'un enfant naît d'une relation incestueuse ici en Belgique, eh bien, le législateur peut être tenté, et c'est ce qu'il a fait, d'empêcher que sa filiation ne soit établie au grand jour si elle révèle au malheur un inceste. Alors, la question qu'il faut se poser, notre Cour constitutionnelle se l'est posée, donc dans une affaire où un homme et une femme se sont rencontrés, ils étaient demi-frères et demi-sœurs par la mère, sans le savoir, ils l'ont découvert par la suite. Malgré tout, ils décident de vivre ensemble, ils ont des enfants. Impossibilité d'établir le lien de filiation à l'égard du père, puisque le droit belge l'empêche, alors que tout le monde est au courant. Et puis, tragique destin, cet homme décède sur le chemin du travail. Mais qui dit pas de filiation paternelle établie? Dit rien pour les enfants. Recours devant la Cour constitutionnelle qui a considéré que ces dispositions qui empêchent l'établissement du double lien de filiation en cas d'inceste ne respectaient pas finalement la Constitution et l'intérêt de l'enfant. La Cour constitutionnelle dit, écoutez, c'est du cas par cas. C'est vrai que ça peut être contraire à l'intérêt des enfants de voir leurs origines incestueuses révélées au grand jour, mais dans le cas d'espèce, ils étaient au courant, tout le monde était au courant. Et donc, ils n'avaient pas à payer finalement pour la faute, entendez-moi bien, pour le choix de leurs parents. Donc c'est une question en tout cas qui mérite d'être posée en termes de secret. Qu'est-ce qui sert finalement l'intérêt de l'enfant? Et puis surtout quelque chose auquel nos législateurs n'ont sans doute pas pensé, c'est que sur le plan horizontal, où j'avais fait 2 plans, en multipliant les naissances sous couvert d'anonymat de toutes parts, il multiplie aussi le risque que 2 personnes se rencontrent et partagent sans le savoir une proximité génétique. Et je vous jure que ce n'est pas seulement des cas d'école. Il y a eu notamment un cas dont j'ai eu connaissance. On a découvert au moment où la femme était enceinte qu'ils avaient une proximité génétique. Parce que qui dit anonymat du donneur dit, voilà, finalement, qui me dit que moi je n'ai pas été inséminée avec le sperme venant d'un donneur de ma famille qui ne me l'aurait pas dit. Alors c'est vrai que la loi belge limite le fait qu'un homme puisse donner à plus de 6 femmes différentes. Donc on essaye quand même de faire en sorte. Mais aux États-Unis, c'est pas du tout comme ça. Vous avez vu le film Starbuck? C'est un film justement qui met en scène une histoire véridique au Québec d'un homme qui s'est révélé être un donneur vedette finalement, puisqu'il n'y a pas de limitation, en tout cas pas dans tous les États, et il s'est retrouvé à la tête de plusieurs centaines d'enfants. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, on a des catalogues de donneurs de sperme, de donneuses d'ovocytes, avec un QI de autant. Vous avez même des publicités sur Internet. Vous voulez devenir votre propre patron? Gagner autant par mois? Devenez donneur de sperme. Et il n'y a aucune limitation. Oui? Il y a un brusquet de ce
Ah oui, 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 oui. Ouais. Ouais, ouais, qui donnait lui-même son propre sperme. Oui, oui, tout à fait. Oui, mais je pense que voilà, il faut avoir conscience aussi de cette question-là, qui n'est pas simple, mais qui intéresse aussi. Et il y a des pays comme par exemple au Royaume-Uni, vous avez le droit, on a levé l'anonymat, mais vous avez le droit, lorsque vous tombez amoureux de quelqu'un et que vous savez ou que vous soupçonnez être issu d'un don de sperme, vous pouvez aller ensemble auprès d'une autorité pour vérifier que vous n'êtes pas issu du même donneur. Donc, gros problème, je ne me suis pas intéressée à ce côté psychologique de la chose. Alors soit on... Oui. Ne pas savoir. Ah oui. Tout à fait. On ne sait pas. Tout à fait. Même mon amie Stéphanie dont je vous ai parlé, c'est le cas. Elle me dit, des antécédents dans la famille de telle maladie ? Je ne sais pas. Elle a une maladie des yeux, voilà. Donc, et puis aussi, je vous ai parlé des adoptés qui recherchent avant tout l'histoire de leur abandon, etc. Chez les personnes nées de donneurs anonymes, c'est autre chose. Elles se regardent dans le miroir, elles ne savent pas. Construire complètement leur identité, il y a ça. Il y a le fait que quand elles croisent dans la rue quelqu'un qui lui ressemble un peu, est-ce que c'est le donneur de sperme ? Est-ce que c'est un demi-frère ou une demi-sœur ? Parce que quelque chose de très important pour les enfants de donneurs, c'est leur volonté. Ils voudraient connaître les enfants nés du même donneur, leurs demi-frères et demi-sœurs, parce que l'on le veuille ou non, ce sont des demi-frères et demi-sœurs. Donc ça, c'est vraiment très important pour eux. Et donc voilà, donc c'est une quête qui a aussi toute son importance. Donc ça, c'est la question de l'inceste, des procréations médicalement assistées. Et il y a aussi le dernier gros morceau, mais je n'aurai pas le temps d'aborder tout ça, mais c'est celui qui m'a posé le plus de problèmes dans ma recherche, c'est tout ce que je vous ai expliqué avant. Eh bien, c'est le droit, aidé par la science, qui crée le secret ou qui décide de le lever. Mais, pourquoi est-ce qu'il me... Voilà. Enfin, c'est pas grave, même si c'est flouté. Le dernier gros morceau, c'est évidemment le secret de la paternité dans les filiations. On va voir s'il me le refait. Oui, donc je vais revenir en arrière. Voilà. C'est évidemment les situations où c'est pas le droit, où c'est pas la science qui crée le secret. C'est la mère, tout simplement. Alors là, deux possibilités. Soit l'enfant n'a pas de filiation paternelle établie, soit il a un père, mais il découvre que finalement, ce n'est pas son géniteur. Et là, c'est encore un autre gros morceau du débat et de la question, parce que le droit peut éventuellement jouer un rôle quand même. Il pourrait contraindre la mère à révéler l'identité du père, il pourrait forcer, et dans une certaine mesure, chez nous c'est comme ça, à faire une expertise génétique si on est sûr de l'identité. Eh bien, chez nous, donc, je vais y venir maintenant, le droit de la filiation, c'est pas un droit purement biologique, c'est pas un droit purement intentionnel, c'est un mixte des deux. Donc on pourra en parler plus longuement si vous avez des questions, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des pays où la... Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Yegi contre Suisse, c'est tout à fait le cas. Et c'est justement, merci de faire ce lien, ça me permet de faire la transition. En Suisse, ils ont accordé une importance accrue au droit de connaître ses origines suite à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. C'était un homme d'une 60aine d'années qui avait toujours cherché à connaître l'identité de son père et qui a obtenu, enfin les autorités suisses refusaient, mais la Cour lui a donné raison, qui a obtenu qu'on déterre cet homme pour avoir la certitude de sa filiation. Mais il cherchait à connaître ses origines, pas nécessairement à modifier sa filiation. J'insiste là-dessus. Ne confondons pas origine et filiation. D'accord ? Ce sont deux choses qui peuvent coïncider. Mon papa est a priori mon géniteur, c'est aussi mon père légal, mais pas toujours. Les enfants adoptés qui recherchent les origines, ils ne veulent pas changer leur filiation. Les enfants qui sont des donneurs anonymes, ils ne veulent pas aller frapper chez le donneur. Bonjour papa, je veux une contribution alimentaire. C'est pas du tout ça. Donc ne confondons pas origine et filiation. Et il y a des pays qui l'ont compris. Il y a des pays, chez nous on n'a pas encore très bien compris, mais en Suisse et en Allemagne, ils ont inscrit dans la Constitution un droit fondamental de l'être humain à connaître son ascendance. Et je vais juste terminer sur cette idée, sinon je vais perdre le fil. Vous pouvez agir en justice
pour voir consacrer votre droit à connaître vos origines. Là, ils vont même très loin en Suisse et en Allemagne, puisqu'un enfant peut assigner sa propre mère pour qu'elle soit contrainte de révéler l'identité du ou des hommes avec qui il a eu des relations. Bon, la question qui se pose, oui, mais si elle refuse, qu'est-ce qu'on fait? On va quand même pas la mettre en prison, mais je veux dire, symboliquement, c'est fort. Parce que là, la question des origines est cruciale. D'accord? Oui, vous vouliez poser une question? Quand j'entends le mot droit, Oui, j'aime bien aussi entendre que ce sont les politiques qui font les lois. tout à fait. Et quand les politiques font des lois où l'électeur n'a plus le droit à rien, exemple Linkebé récemment, ça devient très grave. Tout à fait. Mais en Suisse, ils demandent l'avis des gens, donc c'est un peu différent. Mais donc, voilà, donc je voulais juste vous expliquer que la dimension des origines et de la filiation sont deux choses différentes. Mais dans cette problématique du secret de la paternité, là, on touchait à une autre dimension, parce que l'enfant adopté ne veut pas changer de papa, l'enfant né par PMA non plus, mais l'enfant qui a grandi sans père, ou l'enfant qui découvre que son père légal n'est pas son géniteur, là, ces recherches vont prendre une dimension un peu différente, parce que souvent, il veut établir sa filiation. Et qui dit établissement de la filiation, évidemment, dit aussi que va en découler toute une série d'effets de droits, de devoirs, de l'héritage. Ah, oui, je ne vais pas rentrer dans l'affaire du siècle, enfin l'affaire Boel, mais il est évident que derrière une modification de la filiation, il y a la question de l'héritage. Parce que si symboliquement, et c'est ce que je revendique, l'enfant a le droit de connaître ses origines, ça ne doit pas nécessairement, ou en tout cas pas obligatoirement, englober une modification d'une filiation établie depuis des lustres. La question est de savoir qu'est-ce qu'on cherche. Est-ce que je veux que symboliquement, la société sache que cet homme est mon père, ou est-ce qu'en fait, symboliquement, oui, c'est bien, mais surtout, moi, je veux tous les effets qui vont avec la filiation. C'est un autre débat. Mais donc, il faut savoir aussi ce qu'on recherche lorsqu'on recherche ses origines. Mais donc, ici, par rapport à la question de la paternité, voilà. 2 mots sur le droit belge, mais ce n'est pas vraiment le plus intéressant, c'est fort technique, c'est très compliqué surtout, avec les arrêts de la Cour constitutionnelle. Il faut savoir qu'en matière d'établissement de la paternité, le législateur, et je résume, considère un petit peu, si vous voulez, que l'intérêt de l'enfant est de voir sa filiation paternelle établie à l'égard de son géniteur si lui ou sa mère le souhaite. C'est-à-dire que si madame ou l'enfant fait une action en recherche de paternité, qu'une expertise ADN démontre que c'est bien le père, établissement automatique. Hein. Si par contre, monsieur n'est pas marié à madame, que madame refuse de consentir à la reconnaissance, si je vais un peu vite, vous me dites, hein, mais c'est très technique, donc vous savez que pour qu'un homme soit considéré comme le père, ben, s'il est marié à la mère, pas de problème, il est présumé être le père, mais s'il ne l'est pas, il doit reconnaître l'enfant. Et la mère peut dire, moi non, je ne veux pas. Recours devant le tribunal. Le tribunal ordonne une expertise, monsieur est bien le papa biologique. Vous pensez que ça va aller comme ça? Ah non, hein. On va contrôler l'intérêt de l'enfant. Mais quand même, je peux vous dire que la jurisprudence majoritaire considère que lorsqu'un homme est à la fois le père biologique et qu'en plus il veut assumer sa paternité, c'est très rare quand le juge va dire ben non, il vaut mieux qu'il n'ait pas ce père-là, c'est trop atroce. Les cas que je connais, c'était un homme qui avait tenté de tuer l'enfant à coups de couteau. Il se prend 6 ans de prison, il sort de prison et puis il dit oh ben je vais finalement m'en occuper. Et là le juge a dit non, écoutez, là quand même. Autre cas, c'était un homme qui avait tenté de tuer l'enfant in utero, même cas de figure, donc c'est vraiment des cas très marginaux. Maintenant, le plus gros problème, c'est pas vraiment celui-là, c'est quand il y a un père légal qui a élevé l'enfant, comme le sien, pendant des années, d'accord ? Tout le monde a cru que c'était le sien, c'est ce qu'on appelle la possession d'État. Puis un jour, l'enfant ou quelqu'un découvre qu'il n'est pas le père biologique, et là, le tribunal est saisi, on a un père biologique d'un côté, on a un père légal on parle de vérité socio-affective qui a pris soin de l'enfant, etc. Où est-ce qu'on met l'intérêt de l'enfant ? Jacques, t'as une idée ? Non. C'est très compliqué. Et j'ai récemment vu Voilà, et j'ai récemment vu une décision intéressante où le juge, et je comprends tout à fait, hein, je ne voudrais pas vous l'être à sa place, s'est dit bon, ben on va demander à un expert psy de nous dire quel est l'intérêt de l'enfant dans ce cas de figure. C'était un cas absolument abominable où un enfant était né d'un viol, mais ne le savait pas. Donc il le découvre, il est en pleine adolescence. Le mari le découvre à ce moment-là aussi, ne veut plus de cet enfant, et le violeur non plus. Et donc cet enfant se retrouve pris dans une situation parfaitement dramatique,
Enfin bref, on pourrait parler des heures de la question de la paternité, mais on a, figurez-vous, une de nos assistantes qui va entamer sans doute incessamment sous peu une thèse de doctorat sur la question de la place du père aujourd'hui. Donc ça va être tout aussi passionnant. J'espère qu'elle viendra vous parler dans quelques années à ma place. Mais donc voilà, je ne vais pas continuer trop longtemps. Donc la contestation de la paternité, les délais, tout ça, c'est quand même très technique pour simplement vous dire, ben voilà, tout ça pourquoi ? Puisque je vous ai dit que le droit me semblait insuffisant, la protection du droit de connaître ses origines me semblait insuffisant, et donc j'ai essayé de construire un modèle, je vous passe les détails, je ne vais pas vous l'expliquer ici, un modèle de résolution des conflits qui peuvent surgir en cas voilà, lorsqu'un enfant cherche ses origines. Je me suis basée sur les différents contextes du secret que je vous ai rappelé tout à l'heure, adoption, secret de la paternité, sur l'objet et le but de la recherche. Qu'est-ce que je cherche ? Je cherche l'identité de mon géniteur, ou je cherche des informations non identifiantes, mes demi-frères, mes demi-sœurs, les raisons de mon abandon, et surtout pourquoi je le recherche ? Pour rencontrer ma mère, pour modifier ma filiation, donc il faut toujours être attentif à tout ça. J'ai construit ce modèle en me basant sur l'intérêt supérieur de l'enfant, et même devenu adulte, parce que ce n'est pas parce qu'on devient adulte que cette question des origines cesse, et à mon avis même elle croît dans le temps. Et je me suis inspirée, ça aussi c'est intéressant, du modèle suisse, où j'ai d'ailleurs séjourné, parce que, je vous dis, là-bas, ils ont vraiment accordé une importance particulière à la question des origines, en la dissociant de la filiation. D'ailleurs, vous avez un manuel de droit de la filiation, une première partie filiation, une seconde partie origine. C'est pas la même chose. Alors ça peut être la même chose, on est dans des registres différents. C'est vrai qu'il est possible d'être à la fois le parent biologique, le parent juridique et le parent affectif de l'enfant. Maintenant, avec les progrès de la science, c'est plus aussi simple. On peut très bien avoir d'un côté le donneur de sperme, de l'autre l'auteur du projet parental, et puis finalement une famille d'accueil qui s'occuperait de l'enfant. Donc oui, les registres peuvent être différents. Et je pense, d'ailleurs je pense que je fais la transition sur ma petite conclusion. Au terme de mes recherches, je constatais quoi ? Eh bien, une certaine incohérence du droit contemporain de la filiation. Incohérence pourquoi ? Parce que d'un côté, avec les progrès de la science, les expertises ADN, on va survaloriser l'importance du génétique dans les litiges relatifs à la paternité. Expertise ADN, reine des preuves. Mais de l'autre, lorsque le matériel génétique n'est utilisé que pour fabriquer un enfant au service du désir d'autres adultes, oh non, 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 là la composante génétique, chers enfants nés de donneurs anonymes, qu'est-ce que vous nous emmerdez avec votre origine génétique, c'est pas du tout important. Alors où est la cohérence ? D'autant que si ces origines biologiques étaient si peu importantes, pourquoi les cacher ? Je trouve que c'est pour le moins paradoxal. Donc, une certaine incohérence, premièrement, alors que pour moi, c'est clair qu'on ne pourra jamais faire un être humain uniquement avec l'intention. Il faut quand même du matériel biologique. D'accord ? Jusque-là, on est d'accord. En même temps, le matériel biologique tout seul ne fera pas de vous un parent. Il faut le vouloir aussi intentionnellement, effectivement. Donc, je pense que c'est de la conjugaison des deux, finalement, c'est avec cette conjonction que se fait une personne humaine, que les origines se trouvent, et donc je pense qu'il n'y a pas de problème à scinder les registres et à permettre à un enfant adopté de connaître ses origines, tout en faisant en sorte qu'on ne menace pas du tout la parentalité de ses parents adoptifs. Il n'y a pas de menace puisque chacun a un statut bien particulier. Quand je dis qu'il faut lever l'anonymat des donneurs, je ne dis pas qu'il faut transformer le donneur en père juridique qui devrait une pension alimentaire. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il ne faut pas le nier parce que ça fait partie, qu'on le veuille ou non, des origines de l'enfant. Et quand je parle du droit d'accéder à ses origines, je dis qu'il ne faut pas se tromper de débat, je vous l'ai dit. Il ne s'agit pas de changer sa filiation juridique, ce n'est pas la même chose. Et il ne faut pas réduire le débat. Parce que accéder à ses origines, je vous l'ai dit en introduction, je termine par ça, c'est bien plus qu'accéder à un nom sur un papier, d'accord ? C'est accéder à une histoire, c'est pouvoir renouer, reconstruire son histoire, solidifier ses racines. Et j'insiste également, et là je sors un peu de la dimension juridique, il était une fois tes origines. Je vous le rappelle, je l'ai déjà dit aussi en introduction, de l'importance de la narration dans la construction de l'identité. L'importance de pouvoir parler avec l'enfant. Et s'il y a quelque chose que je souhaite par-dessus tout, c'est que chaque parent puisse trouver, avec ses ressources propres, avec ses moyens, avec son cœur, une parole juste et vraie à restituer à l'enfant, tout simplement. Je pense que c'est important à dire aussi parce que le droit est nécessaire pour protéger les plus faibles, mais il n'est jamais suffisant.
Et je pense que s'il y a bien un lieu où l'enfant doit pouvoir accéder à ses origines, c'est avant tout au sein de sa famille. Ce n'est pas transmettre ses origines. Le pauvre enfant adopté qui va recevoir un dossier avec des informations, ça ne va pas le réparer. Donc vraiment, j'insiste là-dessus sur l'importance de la parole. Alors oui, donc mon dernier petit dessin le termine. Et je voudrais aussi terminer par dire que c'est important d'accéder à ses origines. C'est ce que je viens de vous démontrer maintenant. Mais c'est important aussi de pouvoir s'en détacher. D'accord ? La quête des origines ne devrait pas être la fin du voyage. Je pense que c'est important de savoir à qui on doit d'être en vie au monde, mais on est aussi acteur de son histoire. Et donc, une fois qu'on a pu avoir accès à ses origines, il s'agit aussi de ne pas surinvestir le passé, mais aller de l'avant, se construire. Voilà, tout simplement. J'ai tenu parole, j'ai tenu 1 heure, et donc je pense qu'il y a place pour des questions et des réponses, si vous le souhaitez. Merci.